Yo, bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief des diables. Alors, c'est vrai, un numéro qui aura pris très longtemps à sortir, mais pour une raison très simple, c'est que les derniers matchs de l'équipe de Belgique m'ont amené à une conclusion qui n'est pas forcément des plus réjouissantes. En attendant, nous allons revenir succinctement sur les rencontres que nous avons pu voir en Ligue des Nations, et aussi sur la raison pour laquelle je n'ai pas sorti de débrief des diables depuis le début de ces phases de poule de Ligue des Nations. Alors la raison est très simple, c'est que je n'étais pas chez moi au moment des 4 premiers matchs, et donc je n'avais tout simplement pas la possibilité d'enregistrer les épisodes directement après les matchs, comme j'avais pu le faire auparavant, ou simplement faire un condensé de tous les matchs, comme je le faisais plus régulièrement. Et à la fin des matchs en question, donc les matchs allés plus le premier match retour contre la Pologne, je suis arrivé à une conclusion qui est simplement que j'avais fait le tour de ce que j'avais à dire sur notre équipe. J'ai commencé les débriefs des diables avec le démarrage de l'Euro 2020 et depuis j'ai commenté quasiment tous les matchs de l'équipe, que ce soit des matchs amicaux, des matchs de préparation ou des matchs à enjeu. Et ce que l'on peut constater après cette période de plus ou moins 2 ans, c'est que finalement les choses n'ont pas tellement changé au sein de notre équipe. On a toujours le même entraîneur qui, même si je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, les défaites qu'il a connues sont certes terribles, mais il en a connu très peu. Notre effectif a très peu évolué, même si on estime que cette Coupe du Monde sera sûrement le dernier grand rendez-vous pour des cadres de notre équipe. Et finalement, les résultats étaient plus ou moins égaux à eux-mêmes. Et je trouve d'ailleurs que la Ligue des Nations qui vient, enfin, la phase de poule de Ligue des Nations qui vient de se clôturer reflète parfaitement cet état d'esprit dans lequel notre équipe est. Et au vu surtout du dernier match dans lequel on a joué, on a en droit de douter de notre capacité à aller jusqu'au bout et enfin concrétiser cette génération dorée, puisque maintenant elle arrive à sa fin, donc on peut commencer à mettre des guillemets et commencer à douter sur la véracité euh, de cette génération dorée. En tout cas, on ne peut pas nier le talent de notre équipe, mais malheureusement le collectif n'a jamais vraiment été à la hauteur. Donc, pour cette vidéo qui sera un peu plus freestyle que d'habitude, je dois vous l'avouer, nous allons revenir et sur les matchs de Ligue des Nations et établir un bilan. Bilan sur lequel nous allons essayer de nous projeter pour voir ce que nous allons être capables de proposer durant la Coupe du Monde. Et je vous proposerai même mon hausse de départ idéal, je vais dire, en tenant compte du plus ou moins des états de forme de chacun et du système qui n'est pas prêt de changer de notre coach, monsieur Roberto Martinez. En attendant, nous allons revenir sur les matchs de Ligue des Nations et voir qu'encore une fois, notre équipe n'est pas à l'abri de grosses surprises. Très bien. Alors, j'ai juste pris les tableaux des scores. On va pas faire très compliqué. Donc, nous pouvons voir ici donc, le dernier match amical que j'ai traité d'ailleurs dans mon débrief des Diables, le club des moins de 50, qui était un match de préparation tout à fait lambda, qui s'était déroulé en mars. Et donc, nous enchaînions sur ce match, sur cette entrée, j'ai même envie de dire, dans la Ligue des Nations avec un revers 4-1. Et quel revers! Alors, bizarrement, on peut voir que les stats sont plus ou moins équilibrés, 13 frappes à 15, 50% de possession, mais notre équipe n'a pas du tout existé durant ce match. On peut presque parler d'humiliation, je pense. Une équipe apathique, sans aucune envie de combattre, qui a vraiment presque fait de la peine, j'aurais envie de dire, tant elle s'est fait submerger par les attaques les attaques néerlandaises, d'autant plus qu'elle a eu certaines possibilités. Hein, on va voir que l'équipe, au final, qui a été proposée par Monsieur Martinez, dépendait un petit peu de l'absence d'un joueur majeur qui est Thibaut Courtois, remplacé ici par Signon Mignolet. Mais en dehors de ça, bon, on avait Boyata. Sa place, je pense, avec ce match a été replacé sur le banc, je pense, mais en dehors de ça, bon, il y a toujours cette association Van Aken-De Bruyne qui pour moi n'est pas cohérente collectivement, mais en dehors de ça, bon, on avait une équipe
relativement très solide, mais qui, face à l'Armada Orange, surtout on peut se rappeler du match exceptionnel de Depay, de Dumfries qui avait apporté énormément, et de Bergwijn, ce côté droit qui nous avait posé énormément de problèmes, notamment avec Bergwijn, et, euh, et De Jong, fidèle à lui-même, très très fort. Donc une entrée qui pouvait nous faire douter et nous dire qu'en fait, contre les réels challengers de cette Coupe du Monde, on allait galérer et que sans un état d'esprit retrouvé, on n'irait pas très loin. Et ça s'est revérifié justement à la fin de cette Ligue des Nations. Ensuite, switch total, le paradoxe de notre équipe belge qui subit une défaite à vraiment montrant un visage catastrophique en n'existant même pas sur le terrain, pour ensuite enchaîner une victoire 6-1 contre la Pologne de Robert Lewandowski qui ne manquera pas de marquer la rencontre de son but. Mais par contre, là, voilà, on peut voir tout de suite la différence de jeu. 18 tirs à 6, 66% de possession, plus de 650 passes, avec une précision de 90%. C'est un match dominé de la tête et des épaules, qui contraste tout à fait avec l'entame dans laquelle je pense que les joueurs avaient un petit peu honte de la prestation dont ils ont fait preuve contre les Pays-Bas, d'autant plus qu'après ce match contre les Pays-Bas, comme vous pouvez le voir, bah il n'y a plus de Lukaku. Lukaku était parti aussi du groupe. Je ne me rappelle plus des raisons. Je crois que c'était pour... Ah oui, si, il s'était blessé. Il s'était blessé durant le match des Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Ça fait un petit moment. Enfin bref. Donc on a fait ce match sans Lukaku, avec Amici Batshuayi qui avait fait un bon match, même s'il n'a pas marqué. Et donc on passe d'un état un peu dépité après cette défaite 4-1 dans un match où on n'a vraiment pas existé, même si les stats ne vont pas en ce sens, hein, mais je me rappelle très bien de ce match. On n'avait pas du tout existé, à une victoire détonnante, 6 buts à 1 contre, contre la Pologne dans un match maîtrisé. Arrivé là, on peut se dire, la Belgique est égale à elle-même. Et cela va encore se prouver sur les matchs suivants, puisque nous allons rencontrer un adversaire que nous commençons à vraiment bien connaître, puisqu'on les joue systématiquement, que ce soit en Coupe d'Europe, en Ligue des Nations. Nous les retrouvons vraiment, vraiment fréquemment, c'est les Pays de Galles. Une équipe qui nous pose beaucoup de problèmes, puisque une équipe très physique, une équipe qui défend bas, et ça s'est prouvé aussi bien sur ce match-là que l'on va aborder, le premier match, que sur le deuxième match euh, qui s'en est suivi. Donc là, sur ce premier match, un match qui finit à un partout. Bon, 14 frappes à 9, mais seulement 2 tirs cadrés pour les Pays de Galles, pour le Pays de Galles, pardon, qui a quand même vendangé. J'ai trouvé le match assez équilibré dans un sens, mais comme d'habitude, la Belgique contre une équipe qui joue bloc bas et relativement physique a du mal à se créer des occasions. Et on le voit hein, sur les deux premiers matchs. Premier match perdu 4-3 contre les Pays-Bas, on avait quand même on avait quand même quasiment 15 tirs. 18 contre la Pologne, on en marque 6. Et là, on se retrouve à moins de 10 buts, moins de 10 frappes, avec seulement 4 cadrés. Donc on peut se dire voilà, que la défense des Pays de Galles nous pose problème. Et ce n'est pas pour autant que l'équipe, voilà, c'était une équipe relativement correcte. Hein. On avait Trossard à la place de Eden Hazard, qui est devenu un peu son substitut préférentiel de la part de Monsieur Martinez. Et sinon, voilà une équipe totalement basique, j'aurais presque envie de dire. On avait toujours Boyata, mais bon, comme je vous l'ai dit, Boyata, après ses performances de Ligue des Nations, malheureusement, il n'a pas du tout été au niveau. On l'a revu puisque sur les deux derniers matchs, ben, il n'était même pas sur la feuille des appelés. Enfin, il n'était même pas sur le banc avec une possibilité de rentrer. Donc c'est dire. Et moi, j'avais beaucoup aimé l'apport de Leander Dendoncker, que je trouve beaucoup plus pertinent en défense centrale qu'en récupérateur. Après, ça, c'est totalement personnel. Le club, il joue en défenseur central. Donc, voilà. Contrairement à Witzel, qui fait le contraire, mais bon, on sait que Witzel, il vaut mieux qu'il joue au milieu qu'en défense centrale. Donc, voilà, ce match, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que c'est encore plus parlant dans le deuxième match. Donc, il y a ce deuxième match, ensuite, contre la Pologne, qui est gagné 1-0.
un match assez équilibré, bon, même si on a une grosse possession de la Belgique. Un match assez équilibré. On aurait pu en attendre plus de l'équipe. On avait une équipe, bon, on avait le retour de Dries Mertens. Encore une fois, toujours pas de Lukaku, puisqu'il était toujours blessé. D'ailleurs, j'ose espérer qu'il sera présent pour la Coupe du Monde. Normalement, oui, il devrait revenir d'ici la fin octobre. Donc j'espère que ce sera arrangé pour lui. Bref, sinon ce match-là, match assez décevant. Très honnêtement, on a quand même Batshuayi qui arrive à décrocher la victoire. Batshuayi qui a fait une très bonne Ligue des Nations, hein. J'ai douté de lui au début, mais je dois avouer qu'il a redressé la barre et surtout dans le match contre les Pays-Bas, mais je vais y revenir après. Donc ici, honnêtement, pour ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Une victoire à 0, assez décevante. Une équipe qui a du mal à concrétiser ses actions. Et on arrive justement à ce match qui pour moi est le plus parlant. C'est cette victoire 2-1 contre le Pays de Galles, où la Belgique, encore une fois, donc c'était un match qui s'est passé donc le 22 septembre, il y a 5 jours. Euh, c'est un match qui représente encore une fois, qui est l'expression même de ce qu'est notre équipe, du visage qu'elle est capable d'apporter, que ce soit dans le très bon ou dans le moins bon. Puisque on a eu une première mi-temps euh, menée de la tête et des épaules, doublé, 2 buts marqués, donc une passe décisive de Michy Batshuayi à Kevin De Bruyne, qui lui rendra du coup 27 minutes plus tard pour mener 2-0. On contrôlait la rencontre, on était présent défensivement, de l'intensité sur le terrain. On ne pouvait pas demander de plus. Euh, et comme d'habitude, rentrer au vestiaire, ce n'est plus la même équipe. Ce n'est plus la même équipe. Les schémas de passe commencent à être beaucoup plus saccadés, beaucoup moins fluides. Les joueurs vont beaucoup moins en pressing. Les joueurs subissent de plus en plus le physique de l'équipe. Je vous l'ai dit, le Pays de Galles, c'est une équipe qui joue très très physique et bas. Ce qui n'est pas... moi, je trouve que c'est une belle équipe quand même, le Pays de Galles. Il ne faut pas les sous-estimer. Alors certes, ils ne produisent pas énormément de jeux, mais par contre, ils sont très très efficaces. Et voilà, hein. Honnêtement, ils ont été un peu malheureux de marquer un seul but. D'ailleurs, Kiefer Moore qui marque un but totalement seul dans la surface de réparation sur corner. Et on a eu de la chance de ne pas concéder plus de buts. Donc encore une fois, le paradoxe de l'équipe belge. Première mi-temps menée de la tête et des épaules 2-0. Deuxième mi-temps, on n'existe plus. On se prend un but vraiment... j'ai pas envie de dire honteux, mais voilà, un but vraiment sans envie, sans défense, un but facile. Voilà, on se prend vraiment un but facile sur corner, puisqu'on sait que voilà, les joueurs des Pays de Galles sont quand même assez grands et assez forts dans le jeu de tête. Donc c'est un peu leur domaine de prédilection. Et finalement, euh, c'est ce qui a amené ce but, ce qui me permet d'enchaîner du coup sur le dernier match, qui a vu exactement la même chose se produire. On a été dans la prolongation de cette deuxième mi-temps euh, du Pays de Galles, où nous n'avons pas existé, vraiment, dans ce match. J'ai un peu le même ressenti, alors toute proportion gardée, mais j'ai un peu le même ressenti que France-Belgique 2018. C'est-à-dire que dans ce match-là, la Belgique aurait pu attaquer pendant 90 minutes supplémentaires, il n'aurait jamais marqué de but. Euh, Manque de décrochage du numéro 9 de Batshuayi, qui ne fait pas un mauvais match. D'ailleurs, ça s'est ressenti direct. Du moment qu'il est sorti offensivement, on a cessé d'exister. Pourtant, il y a eu De Ketteler qui est rentré, il y a eu Trossard qui est rentré, il y a eu Carrasco qui est rentré aussi, Luke Bacchio qui a failli marquer le but de l'année pour égaliser tout à la fin du match. Petite parenthèse d'ailleurs, voilà. Là-dessus, Luke Bacchio, très très grosse action, malheureusement. Euh, Voilà, il n'a pas concrétisé. On peut voir ici Thierry Henry qui a coaché ce match. Donc il était debout au bord du terrain. On aurait pu croire qu'il apporte quelque chose. Il insuffle un feu à l'équipe. Malheureusement non. Euh, ce match, Onana encore une fois, j'en ai déjà parlé. Euh, Moi je suis conquis par ce joueur. J'en viens même à me dire que faudrait peut-être plus l'associer lui
avec Axel Witsel et faire rentrer Tielemans en cours de match. Je pense que Onana, faire démarrer les matchs à Onana, ça peut être une solution, surtout contre des équipes qui ne pressent pas trop. Je pense que ça peut être une très bonne solution. Et par contre, le petit blâme, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur le Pays de Galles, mais voilà, De Bast, il est jeune, certes, il est jeune, mais ça n'excuse pas tout. Il a fait de très très grosses erreurs, des erreurs de placement, des erreurs de, de défense toutes bêtes, de monter au pressing alors qu'il n'y a pas le dead, se faire prendre dans le dos, des passes mal données, des récupérations qui au final il finit par perdre le ballon. Enfin, De Bast, on sent que c'est un joueur à potentiel, mais j'aurais préféré largement voir Théâtre sur le terrain à sa place, et c'est ce que j'espère, mais on y reviendra un petit peu après, c'est ce que j'espère voir durant la Coupe du Monde. Mais cette équipe-là, bon, Castagne qui a fait un match assez moyen, Eden Hazard qui a du mal quand même. Il n'y a vraiment que, pour moi, que deux joueurs au final de cette Ligue des Nations qui... Non, j'exagère. Il y a quand même trois joueurs qui montrent que pour les prochaines échéances à venir pour la Belgique sont, euh, j'allais dire au top de leur niveau, peut-être pas parce qu'ils sont quand même plus vieux, mais qui montrent qu'ils sont présents. C'est premièrement l'homme, je pense notre meilleur joueur actuellement, c'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, vraiment, il m'impressionne. Il est à un niveau exceptionnel. Euh, on n'a qu'à voir. Bon, certes, il y a la défaite 4-1 contre les Pays-Bas, mais bizarrement, c'est pas lui qui est titulaire. Ceci explique peut-être cela. Non, mais blague à part, Thibaut Courtois, vraiment, pour moi, c'est très clairement le number one de notre équipe. Certes, c'est un gardien, donc ça joue un petit peu moins que Kevin De Bruyne, mais pour moi, c'est le number one, c'est vraiment notre mur, notre sauveur, et c'est peut-être de lui que viendra notre salut, puisque j'ai du mal à croire en notre défense. Le second joueur, c'est Axel Witsel, que j'ai trouvé... ouais, je pense que son départ de Dortmund, son arrivée à l'Atlético, le fait d'avoir de nouvelles responsabilités, ça l'a remis un petit peu en selle pour jouer correctement, et je l'ai trouvé sur ces matchs de Ligue des Nations vraiment, vraiment intéressant. Il est de retour dans son rôle de récupérateur. Bon, il a un petit peu de déficit de vitesse avec l'âge, mais il arrive bien à compenser. Et il faut pas trop qu'il monte. Du moment qu'il reste dans sa zone, franchement, il n'y a aucun souci. Et puis le dernier, et peut-être celui qui m'a fait la plus forte impression, c'est Batshuayi. Batshuayi qui a fait de très très bonnes rencontres, qui est peut-être le seul joueur avec une hargne supérieure qui n'hésite pas à aller au pressing, n'hésite pas à se donner, comme le fait par exemple Trossard. Trossard le fait bien aussi ça quand il rentre. Euh, ce qui manque à certains joueurs comme De Bruyne par exemple, comme Lukaku un petit peu, c'est des joueurs qui manquent de, je sais pas, de hargne, j'ai envie de dire de hargne. Et puis bon, Onana pour finir, Onana très rapidement, enfin j'en ai déjà parlé, mais Onana, j'espère le voir dans cette liste, dans la liste qui ira à la Coupe du Monde. Donc nous arrivons du coup à la fin de cette Ligue des Nations en deuxième place, avec une défaite, un match nul et trois victoires. On peut se dire que c'est un bilan qui n'est pas si mal, mais on a quand même deux défaites, donc, dont une à la limite de la honteuse contre les Pays-Bas qui sont un vrai prétendant de la Coupe du Monde, et des matchs contre le Pays de Galles qui, même s'ils se sont soldés par deux victoires, non, par un nul et une victoire, restent quand même assez alarmants dans notre capacité à être capable de répondre physiquement pendant 90 minutes. Encore quelque chose que je répète depuis euh, assez de temps maintenant. Donc finalement, une Ligue des Nations en demi-teinte, on a été capable de produire du beau jeu, mais encore une fois, les mêmes erreurs ressurgissent. Bon, je ne vais pas encore repasser un quart d'heure à toutes les citer, mais pour moi, la capacité de M. Martinez à établir une stratégie reste cohérente. Malheureusement, sa capacité d'adaptation, je pense, c'est ce qui fera le plus de défauts à cette équipe, en alliant ce défaut d'adaptation au manque de hargne, au manque, j'ai pas envie de dire d'investissement, mais on pourrait presque le croire, parce qu'il y a certaines phases de jeu
où tu te dis qu'il pourrait y mettre un peu plus du leur, surtout quand il mène 2-0. En tout cas, arrivé ici, nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas dans les meilleurs auspices en vue de cette Coupe du Monde et que nous pouvons très fortement douter, avec cette équipe en tout cas, que nous pourrions aller loin. Donc avant de se projeter sur la Coupe du Monde, je vous propose de nous pencher sur ce qui peut être pour moi le meilleur 11 que nous pourrons aligner en vue de ces Coupes du Monde. Très bien, alors voici pour moi le 11 qui devrait apporter le plus de satisfaction, je pense, j'ose espérer. En tout cas, il y aura toujours des joueurs qui pourront rentrer faire du meilleur travail, mais en tout cas, c'est pour moi ce qui m'apporte le plus de sentiments positifs lorsque je vois ce 11 de départ. Donc, faire un tour très rapide. Gardien Courtois, je ne vais pas revenir, j'en ai déjà parlé. Number one de notre équipe. En défense, malheureusement, et je dis bien malheureusement, nous allons devoir continuer avec Vertonghen et Alderweireld. Les jeunes n'ont pas assez convaincu. Il faut être très honnête, les jeunes n'ont pas assez convaincu. Denayer, j'aurais été tenté peut-être de mettre Denayer à la place de Alderweireld, mais il n'a plus trop joué à Lyon. On a vu que ces derniers matchs, il a fait des bons matchs, mais Martinez n'a pas l'air de plus compter sur lui que ça, donc c'est dommage. En complément, je mettrai Arthur Théâtre, puisque c'est pour moi le suivant dans la logique, même si ce début à Nice c'était un petit peu mi-figue, mi-raisin, on va dire, mais je pense vraiment pour moi que c'est celui qui a le plus sa place dans le 11 de départ, en tout cas le plus souvent, et que j'espère revoir le plus souvent possible, puisque je pense qu'il peut apporter et combler le manque de vitesse de Alderweireld et de Vertonghen, est peut-être le seul qui arrive encore un peu à surnager, même si on sent que c'est de plus en plus compliqué pour lui. Ensuite, le mieux, mais c'est du ultra classique, hein, donc sur les ailes, on va retrouver en piston Meunier et Torgan Hazard. Simplement, puisque pour moi, c'est les deux joueurs déjà qui connaissent le mieux le poste, et Castagne ne m'a pas convaincu du tout en poste de piston gauche. À la rigueur, pour faire une défense à 4, comme on en avait parlé avant, ça peut être une bonne solution, mais pour l'instant, je reste sur Torgan Hazard, qui est celui qui, pour moi, arrive à le mieux gérer son poste, que ce soit en attaque et en défense. Meunier, il connaît son rôle par cœur là-dessus, il n'y a pas de souci. Au milieu, donc, Witsel Tielemans. Witsel Onana, Onana Tielemans. Voilà, pour moi, il y a ce trio-là qui ressort vraiment et qui est on ne peut plus logique, j'ai envie de dire. Attention, d'ailleurs, aux espaces laissés au centre. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais durant le match, relié au problème de décrochage des joueurs devant que j'avais évoqué, c'est qu'on a eu des grosses passes où le milieu se retrouvait vraiment fermé et sans solution de passe. Donc ça, il va falloir y remédier. Donc peut-être justement en allant chercher un joueur un peu plus disponible physiquement comme Onana, parce qu'on sait que Tielemans c'est un joueur qui niveau cardio c'est pas voilà, niveau cardio c'est pas le plus dépensier on va dire. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, devant eux, on aura bien entendu Kevin De Bruyne, ce qui est indiscutable, ce qui est la meilleure solution, en espérant qu'il soit au meilleur de sa forme pour la Coupe du Monde. Et devant lui, bah, d'un côté Lukaku, ce qui est on ne peut plus logique, j'ai envie de dire, en espérant qu'il revienne en bonne forme. Et à côté de lui, logiquement, ça devrait être Hazard, mais alors je l'adore. Là, Hazard, je le remercie pour tout ce qu'il a fait, pour ses passages en tant que capitaine, pour son match encore frais dans mon esprit contre la Hongrie à l'Euro 2016. Mais voilà, on sent que c'est la fin, donc je ne doute pas qu'il aura du temps de jeu. Mais pour ma part, plus en sortie de banc, voilà, à partir de la 60-70e minute, voilà, vraiment apporter le maximum qu'il puisse sur un temps très court de 20-25 minutes où il pourra vraiment être efficace. Je pense que ça peut être la meilleure solution et cela permettrait d'ouvrir la porte aux avant-postes à Carrasco, qui est pour moi le poste qu'il doit occuper.
puisque on sait que Carrasco défensivement, même s'il fait des efforts, euh, je ne dis pas, il fait des efforts, il essaie de se placer, il va chercher les porteurs de ballon lorsqu'ils sont de son côté, mais on sent que ce n'est pas là qu'il s'exprime le mieux. C'est un joueur qui est dans la percussion, dans les dribbles, dans l'élimination, même dans les frappes enroulées depuis l'extérieur de la surface. Moi, quand je le vois sur le côté, essayer de pénétrer, de rentrer pour lâcher une passe au point de pénalty, c'est là que j'ai envie de le voir. C'est pas courir derrière les latéraux adverses pour récupérer le ballon. Donc j'aimerais vraiment voir Carrasco aux avant-postes. Et je pense qu'on aurait une équipe très équilibrée euh, en proposant un 11 de la sorte. En sachant que pour moi, il y a des joueurs sur lesquels on va devoir compter, et j'espère très sincèrement les voir, qui sont, comme j'ai dit, Onana, mais aussi Salmakers, bien entendu, De Ketteler, et la nouvelle pépite qui est en train de cartonner en Ligue 1, Openda, qui est déjà là depuis l'année dernière, mais bon, c'est maintenant qu'il est en équipe de Belgique et qu'il peut, entre guillemets, performer à sa juste valeur. Donc, il y a des choses rassurantes. Notre avant-poste, notre gardien. Il y a des choses moins rassurantes. Capacité de notre milieu à gérer l'attaque et la défense. Notre défense qui reste la même, alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est notre plus gros défaut actuellement, en dépit d'avoir un gardien fantastique, un des meilleurs du monde pour ne pas créer de débat inutile. En attendant d'avoir la liste finale que nous proposera Monsieur Martinez, nous allons pouvoir essayer de nous projeter sur le futur de l'équipe. C'est certainement la rubrique que j'ai fait le plus jusqu'à maintenant. Alors déjà, rapidement, avant de passer sur la projection de la Coupe du Monde, qui sera plus ou moins rapide, je pense, nous pouvons voir qu'il y a deux rendez-vous euh, pré-Coupe du Monde de préparation contre, ici, comme nous pouvons le voir, l'Irak, qui est encore à définir, et contre l'Égypte, qui seront des tests, certes, mais peut-être pas les meilleurs que l'on puisse espérer avant d'enchaîner contre nos trois matchs de poule de Coupe du Monde contre le Canada, qui va, qui déjà pour rentrer dans la compétition est déjà une rentrée dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, enchaîné par le Maroc qui ne va pas falloir sous-estimer et terminé par le plus gros test contre la Croatie. Euh, Est-ce qu'on peut parler de groupe de la mort? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le groupe où tout le monde a ses chances. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, quand on voit cela, on peut se demander, est-ce que nous serons capables déjà de sortir des phases de groupe? Ah, faut le dire, faut dire les choses. Je suis le premier supporter de l'équipe de Belgique, il n'y a pas de souci, mais je suis aussi quelqu'un de réaliste et qui essaie de comprendre un peu comment fonctionne notre équipe. J'ai souvent parlé d'état d'esprit, j'ai souvent parlé des problèmes, j'ai répété énormément de fois les mêmes choses encore dans cette vidéo. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite d'aller voir mes débriefs des diables précédents et vous verrez que les problèmes que je cite en priorité sont toujours d'actualité. Parti de ce postulat-là, serons-nous capables d'aller loin lors de la Coupe du Monde 2022? J'aurais tendance à dire non. En tout cas, nous ne pourrons pas aller au bout, ça c'est quasiment sûr. Pourrons-nous sortir des phases de groupe? Je pense que oui. Je pense que oui, car nous avons quand même des joueurs qui sont, entre guillemets, à leur prime, des joueurs qui montent et qui, je pense, pourront élever leur niveau de jeu avec l'effervescence de cette grande compétition, même si elle se passe dans les conditions qu'on connaît. On n'est pas là pour faire de la politique. Donc, sortir de la phase de groupe, oui. Aller plus loin, tout va dépendre de nos adversaires. Cependant, je pense que nous sommes clairement descendus d'une classe. Alors oui, nous avons pendant très longtemps eu le classement, nous avons été pendant très longtemps classé numéro 1 de la FIFA, même si ce classement finalement ne veut rien dire puisqu'il se base uniquement sur des statistiques et comme je vous l'ai dit, les statistiques de la Belgique sont très très bonnes euh, au global. Maintenant, quand on regarde de plus près, ben, on se rend compte que lorsqu'on affronte des
Grosse équipe? Vraies équipes? Les termes sont lâchés. En tout cas, on se rend compte que c'est très compliqué pour nous. Alors, loin de moi de dire, attention, loin de moi l'idée de dire que la Belgique n'est pas une vraie équipe, mais encore une fois, le collectif peine à performer contre des adversaires qui leur mettent la pression. Ça n'a pas changé depuis 2 ans. C'était déjà le cas sous Archie Watts en 2016. Enlever une pièce, l'équipe peut se retrouver totalement déstabilisée. Des choix de coaching plus que douteux. Un état d'esprit qui peut passer du top niveau au flop niveau. Bref, tant de questionnements sur notre équipe qui, je l'espère, nous fera rêver comme elle l'a fait en 2018. Alors oui, une défaite crève-cœur, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas été égal à nous-mêmes, j'ai envie de dire. Ici, on va peut-être arriver à la fin de cette Coupe du Monde, à la fin du chapitre de la génération dorée. Se clôturera-t-il sur des matchs fantastiques, mais une chute, encore une fois, dans les prémices des phases finales? Est-ce qu'on va pouvoir rêver plus grand et atteindre les quarts, les demi, la finale? Ce serait tellement beau. En tout cas, je n'ai qu'une hâte, c'est de me retrouver le 23 novembre, de poser mes yeux sur ce que va pouvoir proposer notre équipe, de relancer les débriefs des Diables un peu plus quotidiennement, et enfin pouvoir constater que notre équipe a passé un niveau où reste égale à elle-même. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Bon, j'ai un petit peu digressé, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu plus freestyle que d'habitude. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, qui sait, très bientôt pour un prochain débrief des Diables. En tout cas, après les prochaines rencontres de notre équipe nationale. En tout cas, il ne me reste qu'une chose à vous dire. Prenez soin de vous, que l'esprit chauvin vous accompagne et allez les Diables Rouges.